Voilà, c'est la dernière table ronde de cette REF Métropole. Nous avons vu à quel point les métropoles sont en pleine mutation, en pleine croissance et sont très importantes pour l'économie du pays. Question maintenant, ces métropoles peuvent-elles se développer encore? Est-ce souhaitable? On en parle avec Emmanuel Grégoire. Bonjour, vous êtes premier adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme et du Grand Paris notamment. Madame Gisèle Rossamigno, bonjour. Vous êtes directrice du réseau de la Banque des Territoires. Alors vous prêtez 20 milliards d'euros, je crois, pour tous les ans au profit des territoires, surtout pour le logement social, mais aussi les industries, les commerces, les écoles. Et puis nous sommes en duplex avec Laurent Saint-Martin, directeur général Business France. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre agence est en charge de l'attractivité, de l'internationalisation des entreprises, 1500 collaborateurs en France et dans 55 pays. Alors faisons tout d'abord un panorama économique des métropoles. En France, les aires urbaines de plus de 500 000 habitants regroupent 43% de la population. Elles concentrent 46% des emplois et plus de la moitié de la masse salariale. Entre 2000 et 2010, selon l'OCDE, la croissance du pays était générée aux 3/4 sur ces grandes aires urbaines. Emmanuel Grégoire, un mot du Grand Paris pour commencer. C'est quoi? C'est 30% de l'activité économique de la France? Oui, c'est à peu près 30% du PIB national. Alors, quand vous allez au périmètre régional, c'est même un petit peu plus. C'est vraiment un actif structurant de l'économie nationale, de l'économie européenne, puisque c'est par ailleurs la métropole la plus puissante sur le plan européen. Et en plus, qui a une caractéristique très franco-française, je ne sais en disant ça si on doit s'en réjouir ou s'en étonner, c'est qu'elle est à la fois une capitale de puissance économique, une capitale politique, une capitale culturelle. Dans mon propos, je voudrais à la fois démontrer que oui, les métropoles vont grandir et que c'est plutôt souhaitable pour plein de raisons. C'est souhaitable pour mais vous. qu'il Vous faut. donnez la réponse tout de suite. Oui, mais parce qu'autant pas faire oui, non, peut-être. C'est bien. Synthèse. Mais la question, c'est du pourquoi et comment on le fait de façon équilibrée, dans un maillage de coopération et de cohérence à dimension nationale et européenne, parce que c'est sans doute un enjeu dans la mondialisation qui est fondamental pour l'attractivité et le dynamisme économique à long terme de notre pays. Et puis, évidemment, avec des modèles qu'il faut revoir, mettre à jour, augmenter en matière de sobriété, de trajectoire environnementale, puisque c'est la question, c'est peut-on avoir des métropoles plus grandes et plus importantes? Oui, mais à la condition qu'on arrive à faire la démonstration qu'on peut le faire dans un modèle qui soit soutenable sur le plan environnemental. Alors Gisèle Rossamigno, vous à la Banque des Territoires, vous occupez des métropoles, mais aussi des villes moyennes, beaucoup de présence, un maillage partout sur le territoire. Vous pensez que ces métropoles peuvent encore se développer? Est-ce que c'est souhaitable? Alors, d'abord bonjour à tous et à tous. Merci d'avoir invité la Banque des Territoires, plus globalement la Caisse des dépôts, à cet événement. Nous y sommes très sensibles. Peut-être quelques éléments pour situer, sans donner des chiffres de tournis, parce qu'on en a beaucoup donné depuis les débuts d'après-midi. La Caisse des dépôts, c'est 1200 milliards de bilan. C'est un groupe qui est très composite, avec beaucoup de filiales, et dans ces filiales, il y a la Banque des Territoires qui est le bras territorial en fait de la Caisse des dépôts et qui s'occupe finalement de tous les territoires, pour revenir au sujet qui nous préoccupe. Et la caractéristique, notamment, puisqu'on est une banque. Alors une banque, elle prête de l'argent, donc quand elle prête de l'argent, elle attend à être remboursée. Oui, c'est vrai, je rejoins les propos tout à l'heure. En fait, on n'apporte pas d'aide autre que par des prêts et par un autre côté qui est le côté investisseur sur lequel je reviendrai. Donc on prête de l'argent et on prête de l'argent, nous, à des projets qui sont portés par les élus. En fait, on est là pour aider, accompagner l'élu dans la transformation de son idée, de son projet en financement. Et on n'a ni plancher ni plafond. C'est-à-dire qu'on peut très bien financer un projet pour rénover une école dans une petite commune rurale de 500 habitants, comme on peut apporter d'ailleurs un financement à la Société du Grand Paris avec 1 milliard de prêts pour financer le réseau de transport. Et donc, évidemment, les métropoles font partie, évidemment, du paysage et ô combien important. Vous avez annoncé les chiffres de présence de nos concitoyens dans les métropoles. Donc oui, bien sûr, la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires, évidemment, est aux côtés des métropoles. Moi, je voudrais revenir juste, si vous me le permettez, sur une chose. Il y a 10 ans exactement, j'étais sur d'autres fonctions et j'étais dans la réflexion autour de la construction du Grand Paris. Et si on regarde bien, la loi MAPAM,
qui a créé les métropoles, qui a désigné les métropoles, elle a 10 ans. En 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 10 ans, on a créé les métropoles et on voyait les métropoles comme un facteur d'attractivité de la France. D'ailleurs, c'était, Madame l'a dit tout à l'heure, la métropole, pas forcément au sens international ou au sens européen, c'était plutôt des aires urbaines. Et aujourd'hui, la métropole, finalement, elle est soumise à un enjeu majeur, je pense, et qui la fragilise d'ailleurs, qui est la question du cadre de vie. C'est d'ailleurs tout ce qu'on a dit depuis le début d'après-midi. C'est quelque chose qui peut à la fois la pénaliser ou quelque chose à la fois qui peut la renforcer et qui peut donc en faire un facteur de développement. Donc ce point de difficulté peut devenir un atout, à condition effectivement, et je rejoins mon voisin, à condition peut-être que le développement se fasse autrement, que la métropole puisse quelque part, excusez-moi le mot, se faire désirer. Et ça, c'est très lié effectivement à la question du logement, c'est très lié à la question du transport, c'est très lié à la question aussi de l'impact du changement climatique sur la métropole. Quand vous allez vivre en métropole et que vous allez subir du changement climatique, évidemment, la question des îlots de chaleur, enfin du cadre de vie, comment je vis dans la métropole, c'est le challenge qu'il faut satisfaire demain. Voilà, donc oui, enfin, je vais faire comme mon voisin, il ne faut pas tourner autour du pot. Est-ce que les métropoles peuvent continuer à se développer? Oui, mais pas dans les mêmes conditions. Et je dirais oui, mais si et seulement si. Et la question, c'est quel si, finalement, permettent à la métropole de se développer. On va détailler ces conditions dans un instant. On va retrouver tout d'abord Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France. Alors, pour la 4e fois consécutive, la France confirme sa première place sur le podium européen en matière d'attractivité. 1259 projets d'investissement comptabilisés l'an dernier. Je voudrais savoir, justement, ces investissements, où est-ce qu'ils ont lieu? Sur quel territoire dans le pays ont lieu ces investissements de la part des étrangers? Bonjour et merci de votre invitation. Ce qui est intéressant, c'est effectivement que la France, pour la 4e année consécutive, est le leader européen en termes d'investissement direct étranger. Ça irrigue en fait tous les territoires. Et ce qui est vraiment à noter, c'est que l'ensemble des régions, avec leurs agences régionales de développement, l'ensemble des agences métropolitaines et toutes les institutions infrarégionales qui ont en charge l'attractivité de leur territoire jouent aujourd'hui le jeu de façon extrêmement active de l'attractivité, ce qui fait que quand un investisseur international a des velléités d'investissement, beaucoup de régions et beaucoup de territoires français sont sur la balle, si j'ose dire, et savent démontrer leur atout. Et le rôle de Business France, c'est justement de savoir faire le lien avec l'ensemble des acteurs régionaux et locaux et territoriaux, et dont les métropoles bien sûr, avec les volontés d'investissement des acteurs internationaux. Donc tous les territoires sont évidemment concernés. Les métropoles, de fait, ont un pouvoir d'attractivité important, d'abord pour elles-mêmes, mais aussi pour ce qu'elles permettent d'irriguer par externalité positive autour d'elles. Et puis les territoires sur lesquels il y a des villes moyennes, voire des territoires qui étaient désindustrialisés, sur lesquels il n'y a pas du tout de fait métropolitain, eh bien, on observe beaucoup de réindustrialisation justement dans ces villes de moins de 20 000 habitants ou encore plus petites. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le regain d'attractivité de la France touche tous les territoires. Le regain d'attractivité liée à l'industrie touche particulièrement les petites communes. On a à peu près 75% des investissements industriels en France qui sont dans des villes de moins de 20 000 habitants aujourd'hui. Mais évidemment, l'attractivité des métropoles est absolument indispensable pour que l'ensemble du pays puisse évidemment bénéficier de cette attractivité. Et ce qui est encore à noter de très positif, c'est que la métropole du Grand Paris, pour le coup, a vraiment franchi un cap en termes d'attractivité cette dernière année, puisqu'elle a dépassé le Grand Londres et elle a dépassé la région Rhénanie du Nord. Et ça, c'était les 3 grandes régions un peu en compétition en Europe sur les projets d'implantation d'investissement et d'usines. Eh bien, la région parisienne est passée première en nombre de projets et en nombre d'emplois créés. Donc, c'est vraiment une vraie satisfaction française dans sa globalité, métropole comme reste du territoire. C'est intéressant ce que vous dites. On va s'arrêter sur l'industrie. 75% des investissements industriels étrangers, vous nous dites, en France, l'étaient dans des communes de moins de 20 000 habitants, mais le Grand Paris aussi prend sa part dans cette industrie. Est-ce que l'industrie a vraiment sa place en région parisienne et notamment
à Paris, Emmanuel Grégoire? Alors oui et non. Oui, parce qu'il faut refuser aucun investissement qui peut concourir au dynamisme économique d'un territoire. Non, dans la mesure où ça peut être aussi un élément de coopération et de cohérence dans l'aménagement du territoire, dans la relation que nous tissons avec les autres endroits. Et troisièmement, parce que qui dit, faut s'entendre sur ce dont on parle quand on parle d'industrie. Enfin, Voilà. il y a des On territoires où imagine il est plus l'usine simple de avec faire la de cheminée. l'industriel lourd avec les nuisances qui vont avec que de le faire dans le cœur des villes, que ce soit en matière de pollution, que ce soit toutes les externalités négatives de ces activités. Et moi, je crois beaucoup justement à la répartition, d'une certaine manière, à la cohérence qu'on sait faire en matière. Je rappelle qu'un investissement, c'est d'abord l'investisseur qui décide où il veut aller, etc. Et donc, nous, on accompagne des mouvements et on les infléchit, on les accélère, on les enrichit par des politiques publiques qui sont menées par la ville de Paris, par la métropole, par la région Île-de-France. Et donc, on est très respectueux de ça. En tout cas, on a tous des positionnements, peut-être pour rentrer un peu dans le détail de l'industrie. Il y a des sites industriels historiques majeurs en Île-de-France. On l'oublie, mais en Île-de-France, il y a des sites industriels majeurs dans différents grands secteurs, automobile, énergie, encore un peu de sidérurgie dans certains endroits, mais c'est évidemment des activités plus de pointe. Il est très important que l'attractivité de ces sites industriels, qui est portée généralement par une ou deux marques dans leurs implantations historiques, continue à être des pôles de compétences, que ce soit en recherche-développement, que ce soit en production industrielle avec la main-d'œuvre qui va avec. C'est une condition aussi d'équilibre. Et Laurent Saint-Martin avait raison de dire que c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Et je crois que c'est à mettre à l'actif de ce qui est fait au niveau national, du gouvernement, des collectivités territoriales qui ont un rôle en la matière, la région et les mairies. Pourquoi c'est un enjeu majeur? Parce que c'est aussi un équilibre à viser dans le modèle économique que nous défendons. On sait que notre métropole a pu avoir le défaut de glisser dans une industrie, des formations rhétoriques, dans les activités de services. Ils ont une part fondamentale, mais ils ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas au regard des enjeux qui se dessinent dans les 100 ans qui viennent en matière de grande dynamique d'investissement et de secteur de développement économique. Et donc, c'est un très bon signal, je trouve, pour nous collectivement, que nous arrivions. Il faut être modeste, parce qu'en matière d'investissement industriel, on reste très en deçà de ce qu'on souhaiterait collectivement. Je parle pour le pays, je ne parle pas pour la ville de Paris, on ne va pas installer des usines à Paris. Mais voilà, il faut qu'on poursuive ces équipes. Mais ça rejoint le deuxième sujet que je veux évoquer parce qu'il est fondamental sur les investissements. D'abord, je peux le dire, mais on fait un peu de politique, c'est en tout cas mon rôle. Ça envoie un petit signal un tout petit peu négatif à ceux qui veulent faire du discours du déclin leur mantra, que ce soit le déclin du pays, que ce soit le déclin de la nation, que ce soit le déclin de la ville de Paris, etc. Il y a manifestement des gens qui s'en inquiètent moins que d'autres. Deuxième chose, c'est à quelles conditions on attire ces investissements. Et je ne me sens pas ici dans l'idée de donner quoi que ce soit de leçons à des investisseurs. Ce n'est pas mon métier. Il se trouve qu'il y en a nombreux dans la salle et le MEDEF les représente souvent. Mais nous, politiques, ce à quoi on veut veiller, c'est à l'articulation de la désirabilité et de la soutenabilité. C'est vraiment, je reprends le mot parce que moi je parle beaucoup de la métropole désirable. Tout grand système urbain, il génère des externalités positives qui sont naturelles au fait qu'on se met tous ensemble. C'est là qu'il y a des bassins d'emploi, c'est là qu'on crée de l'activité, c'est là qu'on crée des aménités sociales et avec évidemment la densité des services publics cumulés par sédimentation historique qui en font naturellement des endroits avec des bonnes nouvelles pour la vie en société. Mais il y a aussi les externalités négatives qui vont avec. Parfois c'est trop de bruit, trop compliqué, trop dur, etc. Et je considère beaucoup, et puis évidemment la question de l'impact environnemental, trop de pollution, et parfois des modèles qu'on résume par l'empreinte carbone. Il n'y a pas que ça, mais enfin il se trouve que c'est un indicateur qui est intéressant. Des empreintes carbone pas soutenables sur la durée, on le sait. Et donc c'est intéressant de travailler sur ce sujet de l'attractivité long terme, non pas sur le plan économique, mais sur le plan sociétal. C'est-à-dire que, en gros, les pouvoirs publics, je considère qu'à bien des égards, leur rôle est de laisser s'épanouir les externalités positives naturelles des systèmes urbains et essayer de corriger par des palliatifs, par du réglementaire, par des investissements qui relèvent de la puissance publique pour en corriger les effets pervers qu'on peut observer.
Parler de l'industrie, Gisèle Rossamigno, qu'en pensez-vous? Vous avez un programme partenaire de territoire pour l'industrie, vous êtes partenaire de France 2030 également, et vous vous spécialisez dans le financement des contenants, les sites industriels, mais pas le contenu vraiment de l'industrie, c'est ça? Oui, alors peut-être en complément de ce qui a été dit, moi je pense que la ville productive, en tout cas la métropole productive, elle reste à réinventer. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, activité industrielle et métropole, on voit pas. A priori, le lien, il est quand même pas complètement facile à mettre en œuvre. Et par ailleurs, il y a quand même beaucoup d'écueils dans lesquels la métropole se trouve pour faire du développement industriel. D'abord, il y a la question du foncier, ça a été dit. Il y a la question aussi de l'acceptabilité sociale, la question des risques. Quand on a tous en tête ce qui a passé à Rouen il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis la question de la compatibilité avec la qualité de vie, j'en parlais tout à l'heure. Et pourtant, il y a, j'allais dire, des initiatives intéressantes dans quelques villes où on voit bien qu'on essaye d'innover et finalement de trouver des solutions un peu différentes. Je pense par exemple à Lyon où on a accompagné la ville de Lyon sur un fonds d'amorçage métropolitain pour financer des start-up dans le domaine de l'industrie, mais de l'industrie, une autre industrie que celle des cheminées, évidemment. Donc, nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'accompagner les porteurs de projets, donc les collectivités locales et les industriels. Nous, on n'est pas BPI. Donc nous, on finance éventuellement l'aménagement, donc les sites clés en main. On finance l'immobilier. On aide à financer l'immobilier. Et puis donc, du coup, effectivement, on est partenaire du programme Territoire d'industrie. On a 1 milliard sur 5 ans. On apparaît là comme investisseur auprès des acteurs des territoires qui veulent développer cette industrie, mais peut-être pour les métropoles, cette industrie, ou en tout cas cette activité productive nouvelle qui se fait jour, comme je le disais, dans certains territoires avec de l'innovation. Parce que je crois qu'il y a ce qui est une force aussi des métropoles, c'est qu'il y a aussi, alors comme dans d'autres territoires, mais aussi beaucoup d'innovation potentielle en émergence là-dessus. Alors, ce développement industriel et économique a une limite dorénavant, c'est le climat, bien entendu, les contraintes environnementales. Laurent Saint-Martin, comment est-ce qu'on fait pour conjuguer développement économique et protection de la planète en même temps? C'est une très très bonne question, une très vaste question. Mais sur l'enjeu industriel, nous sommes à Business France convaincus, et je crois par les preuves désormais, que réindustrialisation peut totalement aller de pair avec décarbonation, et notamment décarbonation industrielle. Quand on regarde l'ensemble des annonces qui ont été faites à Choose France lundi dernier à Versailles, vous avez un très grand nombre de projets industriels qui ont d'abord pour vocation à décarboner leur process industriel et à décarboner l'économie en général en France et en Europe. Et ce n'est pas évidemment tombé du ciel, c'est aussi une réponse à une volonté politique ferme et forte en France de décarboner l'industrie. C'est lié à un plan d'investissement public massif qui est France 2030. Cela a été évoqué, qu'il y a un très grand nombre de secteurs liés à la décarbonation de l'économie et de l'industrie en particulier. C'est évidemment aussi en écho aux récentes annonces du projet de loi Industrie verte qui continue à attirer toujours plus de projets qui mettent en priorité la décarbonation de l'industrie. Donc, ce n'est pas du tout antinomique si on met les priorités fiscales, budgétaires, réglementaires en face, et si on mène une vraie politique d'attractivité qui a vocation à attirer ces projets qui sont vertueux environnementalement parlant, et surtout qui ont vocation à transformer notre industrie. Donc, hier et aujourd'hui, dans un pays qui s'était fortement désindustrialisé comme la France, on avait évidemment cette opposition entre environnement et industrie. L'industrie, on a coutume de dire que c'est aujourd'hui 20% des causes des gaz à émissions à effet de serre, mais que c'est aussi 100% des solutions. Si on parvient à transformer notre industrie dans une industrie décarbonée, alors on va répondre très fortement à la problématique aujourd'hui des engagements environnementaux de la France et, nous l'espérons demain, de l'Europe. Donc tout ça pour vous dire que l'attractivité, puisque c'est le sujet dont on parle,
est une des clés de la problématique, mais de manière générale, l'investissement industriel en France est l'une des solutions majeures à la décarbonation du pays. Donc il ne faut surtout pas les opposer, ces deux problématiques-là. Il faut les rendre compatibles et surtout, il faut rendre la première comme étant la solution de la seconde. Et dans ce cas-là, effectivement, investissement public et privé ensemble, métropole et territoire ensemble, nous pouvons effectivement relever ce défi. En tout cas, nous, c'est évidemment la position que nous défendons à Business France dans notre rôle d'attractivité des investissements internationaux. Vous ne dites pas d'opposition sur le développement économique et la protection de la planète. Bien sûr, on l'entend, mais est-ce que les contraintes environnementales françaises et européennes ne sont pas aussi un frein par rapport à d'autres pays sur d'autres continents lorsqu'on parle d'investissements étrangers ? Si on part du principe qu'il ne faut pas les opposer, il faut effectivement être cohérent dans la réglementation et trouver ce point de bordée, ce chemin de crête entre une nécessité, évidemment, de protéger l'environnement, la biodiversité. J'imagine que derrière votre question, vous posez évidemment la problématique de la cohabitation, par exemple, entre le ZAN et la réindustrialisation avec la recherche du foncier industriel disponible pour pouvoir attirer nos usines mondiales dans nos territoires. Eh bien, c'est effectivement un enjeu qui apparaît comme étant des injonctions contradictoires, mais il faut les faire cohabiter parce que d'un côté, la loi climat résilience qui a été votée il y a quelques années est nécessaire pour respecter nos engagements climatiques et il ne faut pas revenir dessus. Il faut réussir à la faire cohabiter avec les nécessités d'attractivité de ces investissements où il faut du foncier. Et là, il y a évidemment une manne de foncier industriel disponible qui sont les friches. Donc, priorité à la revitalisation des territoires via les friches industrielles. Il faut peut-être aussi se poser des questions sur comment est-ce qu'on considère un certain nombre de grands fonciers nationaux stratégiques comme peuvent l'être les ports. On a beaucoup parlé du port de Dunkerque récemment avec les projets Prologium ou XTC Orano il y a 10 jours. Et bien, typiquement, ce sont évidemment des réserves foncières qui sont extrêmement puissantes et extrêmement utiles pour à la fois attirer des projets de décarbonation de l'industrie, c'est le cas de Prologium et d'XTC Orano qui vont servir la chaîne de valeur du véhicule électrique, tout en préservant évidemment la réglementation ZAN qui par ailleurs est nécessaire. Alors sur cette protection du climat, Emmanuel Guécoard, vous faites tout pour avoir une métropole capitale verte. On voit aussi qu'il y a beaucoup de réticences sur les mesures qui sont prises notamment à Paris. Comment est-ce que vous gérez tout cela ? D'abord, force est de constater que c'est pas facile. C'est pas facile, ça. Non, mais on le voit. c'est un dilemme qui nous touche à la ville de Paris et à la métropole bientôt, puisqu'on va devoir prendre des décisions sur retard ou pas du calendrier ZFE et on se dirige vers un report, mais discussion en cours sur le camp. Parce qu'en fait, il y a toujours de bonnes raisons de ne pas y aller. Le truc, c'est que c'est pas parce que des élus décident de mettre une ZFE d'un côté qu'on la met par miracle du Saint-Esprit de l'autre. Et la réalité, c'est que ça nécessite une coordination d'acteurs qui, un, n'ont pas naturellement tendance à le faire, et deux, pas forcément les mêmes calendriers, les mêmes contraintes budgétaires, etc. Et pourtant, il faut le faire. Je veux dire, on est passé du temps de l'acculturation aux enjeux climatiques à un temps d'action. Il faut agir très vite. Il faut agir pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord respecter sa parole collectivement sur la trajectoire des accords de Paris. Et quoi qu'on en dise, ça va coûter très cher. Et il faut bien que quelqu'un paye. Et deuxièmement, nous ne pouvons pas souffrir d'une compétition déloyale en la matière. Et je sors un peu de ma casquette de premier adjoint à la ville de Paris pour prolonger les propos de Laurent. Si nous nous imposons en Europe des règles environnementales, des législations environnementales, ou pour faire un parallèle historique simple, au même titre que nous avons fait progresser les droits sociaux au cours des 150 dernières années qui viennent de s'écouler. Si nous le faisons, mais que d'autres s'en exonèrent et que nous ne trouvons pas un moyen de répartir le coût, qui est important, on ne va pas faire semblant, ça va coûter cher, on peut parler de croissance verte, d'une opportunité, etc., mais enfin ça va coûter cher, ça va coûter très cher. Et donc, je pense que ça relève de la compétence du gouvernement, peut-être même encore plus d'ailleurs d'une compétence de réglementation européenne, parce que sans doute ce niveau-là nous permettrait d'être armés dans le rapport de force vis-à-vis notamment des Chinois et des Américains. Mais nous ne pourrons pas nous imposer collectivement, je vais dire imposer au peuple, mais nous imposer collectivement des règles environnementales qui sont indispensables, et il faut le faire très vite, en exonérant les autres dans la compétition mondiale. Donc, soit les règles sont les mêmes pour tout le monde, et si nous nous imposons des règles, il faut les imposer aux autres. Et si ils n'acceptent pas qu'on leur impose, je le dis, il faut que l'Europe se dote d'armes
Il y a les droits, il y a plein d'armes pour ça, hein, les quotas d'importation, la fiscalité douanière, etc. Il faut réarmer le continent européen dans le rapport de force vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Et il faut le faire parce que sinon, en fait, la résistance à la norme environnementale, qui est déjà très dure en soi, puisqu'il faut en supporter le coût, et à la fin des fins, hein, c'est soit le producteur en rognant sur les marges, soit le consommateur en augmentant les prix. Je veux dire, c'est pas compliqué à la fin des fins. Il faut que les règles que nous imposions, parce qu'il faut le faire, il faut que les autres se les imposent. Et s'ils ne l'acceptent pas, cette règle-là, il faut réduire le champ de jeu dans les échanges internationaux pour l'assumer. Alors certains me diront, oui, mais ça ne sert à rien, parce que sinon on arrête de polluer, mais que les Chinois polluent. D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai que la prise de conscience est absente dans ces pays-là. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que les autres font n'importe quoi qu'on doit s'exonérer d'efforts. Parce que sinon, autant brûler la planète et pas faire semblant qu'on veut s'engager dans une démarche de responsabilité environnementale. Pour revenir aux sujets locaux, c'est un peu la même chose d'une certaine manière. Quand on parle de ZFE, évidemment, nous, on est moins touchés par le ZAN, on n'est pas concernés. Mais quand on parle, pour ce qui nous, et on voit bien, est un sujet socialement très difficile, pour ne pas dire éruptif, et dont la conséquence que je vois poindre est celle de la procrastination plutôt que de l'action. Nous devons avoir des objectifs extrêmement rigoureux en faisant de la pédagogie sur la nécessité de réduire la pollution, la nécessité, parce que c'est un objectif qui peut s'articuler intelligemment, de décongestionner au maximum possible les systèmes urbains, notamment de la circulation automobile, pas renoncer à la voiture, c'est pas possible, faire en sorte que seuls ceux qui en aient vraiment besoin la prennent, et deuxièmement, faire en sorte d'optimiser l'efficience d'usage des voitures en faisant en sorte de mettre plus de gens dedans. Eh ben, il faut le faire. Et donc, c'est là que, si je peux me permettre, non pas un reproche, parce que je ne veux pas donner de leçons, mais peut-être un retard à l'allumage national, c'est que dans la mise en œuvre des ZFE, il manque aujourd'hui des armes essentielles, que ce soit en matière de contrôle, de textes réglementaires de mise en œuvre, etc. Il faudra de toute façon, en dépit de notre volonté, du temps pour le faire. Et deuxièmement, on a besoin d'un grand programme d'investissement national, de transition du parc écologique, parce qu'on ne peut pas reprocher à des travailleurs de première ligne qui ne gagnent pas beaucoup, qui se déplacent beaucoup. C'est un sujet en soi, où il a été évoqué en partie d'ailleurs dans la table ronde précédente. Mais il faut les aider à payer leur voiture, quoi, à changer de voiture, à changer de mode de transport le plus souvent possible. Mais quand ils ont besoin de voiture, les aider à changer de voiture. Et ça, il n'y a que la puissance publique qui peut le faire. Et puis par ailleurs, ça pourrait s'inscrire dans une logique de développement de filières industrielles européennes de véhicules électriques. Ça veut dire des moyens, ça veut dire de la volonté et ça veut dire une coordination d'acteurs. Il y a un peu de tout ça, mais pas encore assez dans les différents segments. François Mignot, sur le verdissement de l'économie, vous mettez des conditions justement aux prêts que vous accordez sur le facteur écologique. Comment vous examinez tout ça? D'abord, nous, on considère qu'on est plus dans une transformation écologique qu'une transition. Donc, ce qui dit transformation veut dire une marche à franchir qui est considérable. On considère, deuxièmement, que on a transformation écologique et cohésion sociale, c'est finalement les deux côtés d'une médaille. On n'aura pas l'un sans l'autre. Et la transformation écologique, c'est vraiment le pilier d'action de la Caisse des dépôts. Donc, toute notre activité se focus énormément sur la transformation écologique. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter des financements. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très important et sans doute que ce n'est pas bien connu encore de nos concitoyens, c'est que la ressource de financement, notamment sur le prêt, elle est essentiellement liée au fonds d'épargne des Français. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui est un peu noble d'utiliser le fonds d'épargne des Français et de transformer cet argent en financement de projets destinés à la transformation écologique. Et ce qui est intéressant de voir, et vous le savez, parce que vous voyez bien ce qui est déposé aujourd'hui sur les livrets A, LDDS, etc. des Français, c'est que ça ne cesse de croître. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des moyens de financement de cette transformation écologique. Alors, évidemment, on veut une transformation écologique qui soit
la hauteur de ce dont le pays a besoin. Je ne vais pas revenir sur les éléments scientifiques qui ont été donnés tout à l'heure. Et d'ailleurs, il y a un rapport de Jean Pisani-Ferry qui vient de sortir qui est extrêmement explicite. Mais par exemple, pour la rénovation thermique des bâtiments, sur lequel on pense que c'est un enjeu majeur, y compris dans les métropoles, on va porter un peu comme des totems 10 000 bâtiments qu'on va financer en rénovation et pour lesquels il y aura 40% d'impact en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on essaye effectivement d'avoir des solutions de financement qui pousse aussi à tendre vers l'objectif qui nous est imposé et que l'on doit respecter, bien sûr, et qui est attendu. Mais pour autant, je pense que nous, on se positionne à la fois sur, voyez, la mobilité, on se positionne sur la rénovation thermique, on se positionne aussi sur le financement des énergies renouvelables. Et on parlait tout à l'heure de Gigafactory. On va être financeur d'une des Gigafactories dans les Hauts-de-France. On finance aussi toutes les énergies renouvelables type éolien offshore, type panneaux photovoltaïques. Donc on accompagne aussi une nouvelle économie, cette nouvelle économie des énergies renouvelables qui est aussi une économie extrêmement structurante pour notre pays. Donc, pour répondre à votre question, bien sûr que, évidemment, les conditions de financement permettent de franchir des étapes, mais encore une fois, on utilise l'argent des Français, donc on essaye aussi de le faire de manière tout à fait satisfaisante. On va arriver à la fin de cette table ronde. Laurent Saint-Martin, vous voyagez beaucoup à l'étranger, vous avez un regard international. La table ronde, c'est les métropoles peuvent-elles encore se développer avec toutes ces métropoles que vous visitez, que vous connaissez? Quand on compare avec les nôtres, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Est-ce que c'est souhaitable qu'elles se développent encore, ces métropoles? Oui, là-dessus, je rejoins vraiment ce qui a été dit en début de table ronde, à la fois par Emmanuel Grégoire et par Gisèle Rossamigno. Je crois vraiment que les métropoles ont tout potentiel encore pour se développer et continuer à être cette locomotive de l'attractivité en France. D'ailleurs, on continue à le voir. La progression moyenne des projets, des investissements dans les métropoles, c'est à peu près plus 1%. Sur Île-de-France, Lyon, on est à plus de 5%, voire 12%. Donc, on voit bien qu'il y a encore cette capacité d'attractivité. Et donc, les métropoles peuvent encore se développer. Évidemment, elles ne peuvent pas se développer de la même manière qu'hier, ça a été dit, je ne vais pas paraphraser, j'en suis absolument convaincu, et ça rejoint les nécessités de priorité stratégique de notre pays à travers ces métropoles. Et d'ailleurs, les agences régionales, qu'elles soient d'attractivité, de développement économique, en lien très souvent avec les agences des métropoles là-dessus, on met en avant un vrai sujet qui est l'acceptabilité sociale et environnementale des projets qu'elles veulent bien accueillir, et c'est tout à fait légitime et on doit tout à fait l'entendre. Donc, elles peuvent se développer sans s'opposer au reste des territoires. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a ce qui existe, des contrats de réciprocité qui permettent évidemment entre les métropoles et les territoires environnants d'avoir justement cette capacité à mieux collaborer ensemble, à avoir un processus formalisé. Nous, à Business France, on est très soucieux d'avoir comme porte d'entrée effectivement la région. C'est la loi NOTRe qui le consacre sur les compétences d'attractivité. Et on est très soucieux à ce qu'avec les régions, on puisse travailler vraiment main dans la main avec les collectivités infrarégionales. Je vais vous citer un exemple. Dans la région Normandie, on faudrait lancer un appel à manifestation d'intérêt avec l'ensemble des EPCI de la région Normandie pour qu'elles puissent elles-mêmes avoir justement cette capacité d'attractivité, cette formation pour pouvoir attirer davantage leur territoire. Donc, non seulement les métropoles peuvent encore se développer, mais en se développant, elles peuvent aider les autres territoires du pays à être aussi plus attractifs. Donc, ce cercle vertueux qu'on a évoqué en début de table ronde, il peut continuer à se renforcer justement grâce au développement encore des métropoles qui peuvent être des modèles, des rôles modèles en termes d'acceptabilité sociale et environnementale de nos projets. Le tout, évidemment, chapeauté par une cohérence nationale et une politique publique d'attractivité qui doit être davantage dans la prospection choisie et dans un certain nombre de projets qui sont évidemment plus respectueux de l'environnement notamment.
2 mots de la fin, ce développement métropolitain, c'est la meilleure réponse finalement aux défis environnementaux, sociaux qu'on peut avoir? Alors oui, sur le plan environnemental, c'est vraiment démontré par le GIEC, pas à n'importe quelle condition, mais on ne va pas détailler ici, mais le GIEC est très clair, il faut augmenter la densité sur le plan démographique pour réduire l'empreinte environnementale. Simplement parce que quand vous habitez pas très loin de votre emploi, eh ben, ça va plus vite et l'empreinte environnementale est moindre. Pas à n'importe quelle condition et notamment pas sous-jacent en matière de déséquilibre et d'inégalité sociale. Ou pour le dire très trivialement, je finis rapidement là-dessus, mais moi je dis, vous êtes à Paris, vous pouvez faire du vélo tout le temps, manger vegan, etc. Si vous faites un aller-retour à New York par an, pour un week-end sympa, et ça nous arrive, vous avez le bilan carbone d'une famille qui a une vieille guimbarde dégueulasse et qui habite dans un milieu rural, parce que c'est ça la réalité. Et donc il faut faire attention, parce que ce sentiment d'inégalité généré par des modes de consommation particuliers a un impact, je crois, dans l'imaginaire de notre pays. Mais en revanche, il faut 2 choses, je pense. La première, c'est faire la démonstration documentée. Et moi aussi, j'utilise beaucoup ce glissement sémantique de la transition vers la transformation. Il faut arrêter de parler de transition. Maintenant, il faut transformer. Il faut agir parce que c'est vraiment urgentissime. Et chaque jour, nous prenons du retard sur les marches que nous devons franchir pour la neutralité carbone 2050. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'aménagement du territoire, ou pour le dire différemment, de la lutte contre les inégalités, contre les ségrégations. Ségrégation à l'intérieur des métropoles elles-mêmes, parce que clairement, on a des métropoles attractives, mais qui ont des phénomènes ségrégationnistes internes extrêmement forts et qui s'aggravent. Et deuxièmement, le sujet de la coopération et de l'harmonie de développement de nos territoires. Une métropole, ça ne fonctionne pas sans qu'il y ait la campagne, ça n'existe pas. Et comme disait Dac, si la campagne c'est très bien, mais si tout le monde y va, ça devient la ville, quoi. Donc il faut vraiment travailler sur ce sujet de la coopération territoriale et de la façon dont on construit de façon harmonieuse notre développement avec une prospérité partagée et qui soit responsable sur le plan environnemental. Pas si c'est un mot de conclusion, je suis pas sûre. D'ouverture. Moi, je dirais ce que je considère, c'est que la transformation écologique ne peut pas se faire sans les territoires. Elle passe éminemment par les territoires, elle se passera dans les territoires, ça c'est certain. Deuxièmement, que ça nécessite de travailler, ça a été dit d'ailleurs, très différemment. Je pense que le travail de construction pour faire du projet de territoire, travailler le logement, l'emploi, les circuits courts, la mobilité, donc tout ça, ça nécessite un travail différent et sans doute de rapprocher le public et le privé, ce qu'on ne sait pas très bien faire quand même en France, encore. Et puis quatrièmement, on a des moyens financiers, mais ça nécessite aussi de la part des collectivités locales, et je m'adresse à elles, sans doute de réfléchir à l'ingénierie financière différente. Aujourd'hui, en France, on n'aime pas s'endetter. On aime des subventions, on construit des projets avec des subventions et c'est très bien, mais on n'apprécie pas de s'endetter. Or, aujourd'hui, compte tenu des enjeux financiers qu'il y a autour de la transformation écologique, je crains et je pense, et il y a quelque chose qui n'est pas malsain, que l'endettement d'une collectivité pour des raisons écologiques, c'est finalement de l'endettement sain, parce que ça protège les générations futures. Bon investissement. C'est un bon investissement. Donc nous, moi je défends l'idée que l'endettement n'est pas la mauvaise chose qu'il ne faut jamais faire quand on est maire d'une collectivité. Bien sûr, il faut que ce soit un endettement porteur, il faut que ce soit un endettement réfléchi, utile. Mais ça, c'est à mon avis irrémédiable si on veut franchir les étapes de l'impact financier et s'endetter sur 60 ans, sur 80 ans sur du foncier, 60 ans pour rénover des réseaux d'eau. Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est si malsain que ça ? Voilà, donc ça sera le mot de la fin. Bien, merci à tous les deux. Merci également à Laurent Saint-Martin qui était en duplex avec nous. C'est la fin de cette REF Métropole. Merci à toute l'équipe communication du MEDEF et aux équipes techniques. Sachez que le replay sera disponible dès demain en séquentiel. Le mois prochain, la REF s'intéressera au sport à l'occasion, bien sûr, de la Coupe du Monde de rugby qui arrive et les JO à Paris en 2024. Ce sera le 5 juin prochain. Merci et à bientôt.